Vladimir Poutine, qui a fait quelques commentaires plus tôt dans la journée sur ce qui pourrait se passer ensuite. Ils provoquent des problèmes temporaires avec les produits pétroliers, mais la situation s'améliorera avec le temps. Cela concerne aussi la Crimée. Des travaux sont en cours pour mettre en place une chaîne d'approvisionnement difficile à atteindre pour l'ennemi. Nos réponses seront toujours symétriques. Partout où ils tenteront de frapper le territoire russe, nous répondrons de manière symétrique, mais plusieurs fois plus puissamment. L'ennemi le sentira. Il le sent déjà, je l'espère, et il continuera à le sentir à une échelle de plus en plus grande. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il veut dire exactement par « à une échelle de plus en plus grande » ? Parce que beaucoup s'inquiètent que la Russie envisage sérieusement de frapper non seulement ailleurs en Ukraine, mais aussi les sites où se trouvent ces usines de drones, de missiles et d'autres installations en Europe de l'Ouest. Qu'en pensez-vous? Vladimir Poutine veut gagner cette guerre, mais il veut la gagner d'une manière qui serve les intérêts de la Russie sur le long terme. Et on le sait, parce qu'il l'a dit lui-même. Il ne cherche pas un cessez-le-feu, parce que ce serait une solution temporaire. Il faut s'attaquer aux causes profondes du conflit, sinon on court le risque de le voir réapparaître dans 5 ou 10 ans. Ce n'est pas ça, la stabilité à long terme. La Russie veut que cette guerre se termine définitivement, une bonne fois pour toutes, et selon des conditions acceptables pour elle. Les causes profondes du conflit doivent être réglées. Cela veut dire que le régime actuel en Ukraine ne restera pas au pouvoir. Zelensky sera mort ou bien renversé, arrêté. Syrski, Zaloujny, Boudanov, tous ces gens-là n'ont pas un grand avenir. C'est simplement un constat. Vladimir Poutine, au Forum économique international de Saint-Pétersbourg, a parlé de dénazification. Il a dit « Nous savons ce que ça veut dire. Cela signifie l'éradication totale de l'idéologie de Bandera. » Et la Russie, elle, n'a pas de calendrier. Il n'y a jamais eu de calendrier russe. Jamais un moment où la Russie aurait dit « Il faut que ce soit fait avant telle date. » Ça, c'est une approche occidentale pour mettre la pression sur des gens comme moi et nous pousser à donner des dates précises. Ce n'est pas le jeu de la Russie. Elle raisonne en termes d'objectifs. Je peux vous le dire, je reviens tout juste de Russie. J'étais dans le Donbass, à Zaporizhia. J'ai pas pu aller à Kherson à cause de l'activité des drones, trop dangereuse. La Crimée était coupée, le pont avait été détruit, impossible de le traverser. Faire semblant que la situation n'est pas grave, c'est absurde. La ville de Melitopol est restée plusieurs jours sans électricité ni eau. Les stations-service ont été fermées, protégées par des sacs de sable à cause du danger que représentent les drones ukrainiens. C'est bien réel. L'autoroute de la mort s'appelle ainsi parce qu'elle est jonchée d'épaves de véhicules, de voitures et de camions civils touchés par des drones ukrainiens. Mon propre convoi, en quittant la zone, a été frappé par des drones ukrainiens. C'est la réalité. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il n'y a pas de panique du côté russe. Ils ont la situation totalement sous contrôle. Il faut comprendre que l'environnement dans lequel on évolue, cet environnement informationnel, est une manœuvre de l'Occident. C'est une guerre de l'information orchestrée par les services de renseignement britanniques et américains, en coordination avec les services ukrainiens et soutenue par les Européens. Le but, c'est de créer l'impression, à l'approche des élections de la Douma d'État du 20 septembre, que Poutine est faible, qu'il est fragile, que la victoire de la Russie n'est pas inévitable. En réalité, l'idée, c'est de faire croire que la Russie pourrait perdre, que son économie ne va pas prospérer, qu'il y a une récession, qu'une crise énergétique se prépare. Ils frappent délibérément certains endroits pour obtenir la photo qu'ils veulent. On l'a vu lors du sommet du G7 avec le drone ukrainien FPV-1.
En fait, ce drone ukrainien FPV-1 n'a pas produit le résultat qu'on lui attribue. Ce qui s'est passé, c'est qu'un drone FPV-1 arrivait pour frapper la raffinerie de Moscou et un missile solaire Pantsir est passé en dessous. C'est en réalité le missile russe Pantsir qui a touché le réservoir de pétrole, l'a fait exploser, le couvercle a sauté en l'air et tout le monde a dit « Oh, Natats Ryan ». Non, ça c'était la défense aérienne russe. Un drone ukrainien, avec une ogive de 60 kg, ça fait juste pop. Et là oui, c'est bien ça, boum, c'est le missile de la défense aérienne russe qui touche le char. Ce n'est pas un drone ukrainien. Et en fait, le feu du char a été éteint et il ne s'est rien passé d'autre. C'était un non-événement, littéralement un non-événement. Ça provoque juste un petit accroc. Les Russes doivent alors prendre certaines mesures, comme, par exemple, interdire la vente de diesel à l'étranger pour maximiser la disponibilité du diesel dans le pays, à temps pour la récolte. Les gens en parlent, mais bon, le diesel, c'est ce que les moissonneuses utilisent, et aussi les camions, et tout ce genre de choses. Mais il y a bien du gaz. Les réserves de gaz russes, aujourd'hui, sont les mêmes qu'avant. La Russie ne veut tout simplement pas puiser dedans. Les files d'attente pour le gaz qu'on voyait partout sauf en Crimée n'existent plus. Vous savez, ils vont faire exploser une raffinerie à Samara et ils sauront exactement laquelle parce que chaque raffinerie est reliée à une entreprise russe, elle-même liée à des centres de distribution. Donc ils savent quelles stations-service reçoivent le produit raffiné et ensuite ils attendent. Et là, tout à coup, une file se forme, parce qu'il y a une limite qu'ils n'ont pas encore réglée. Les Russes n'ont pas encore fait l'ajustement, donc il n'y a pas d'essence qui arrive. Il y a une file de gens qui attendent pour faire le plein. Les gens prennent des photos et disent « Oh mon Dieu, les Russes paniquent ». Revenez 3 jours plus tard, la file a disparu. Pourquoi ? Parce que la Russie a réaffecté ses ressources. L'essence est là, la crise est terminée. Et ce qu'on voit en ce moment, c'est justement une réaffectation. C'est une opération d'information conçue pour donner l'image d'une Russie affaiblie. Ça provoque des désagréments temporaires pour le pays, oui, mais la Russie doit simplement s'adapter. Vladimir Poutine, lui, n'est absolument pas en panique. Maintenant, retournons la situation, parce qu'il s'agit ici de la guerre des drones ukrainiens, de la domination par les drones. Les Ukrainiens font tout avec des drones. Franchement, ils ont les meilleurs drones du monde. Enfin non, ce n'est pas tout à fait vrai. Les Ukrainiens réussissent très bien parce qu'ils saturent littéralement le terrain avec des dizaines de milliers de drones fournis par l'Occident. Et quand on arrive avec une telle masse et que beaucoup de ces drones ont une bonne technologie, guidage terminal par intelligence artificielle, connexion via Starlink pour éviter le brouillage, eh bien forcément il y a des réussites. Et ils en ont des réussites. Mais quand j'ai parlé avec Dmitry Rogozin, l'ancien directeur de Roscosmos, il m'a dit que des essaims de drones attaquaient pour la 2e journée consécutive. J'étais à Moscou quand c'est arrivé. Des essaims de drones, les Russes, enfin pour eux ça n'a aucun sens. C'est comme de la petite monnaie, ça ne compte pas. Il n'y a pas eu de panique, rien du tout. Les Russes vont s'adapter à ça. Moscou ne ressemble pas à ce qu'on décrit, c'est complètement absurde. Mais Rogozin était là, en train de parler de certaines initiatives ukrainiennes soutenues par les Américains. Par exemple, le Hornet, c'est une idée d'Eric Schmidt, l'ancien patron de Google. C'est lui qui l'a financé, qui a créé la société qui le déploie. Le problème du Hornet, lui, a été réglé. Et puis, la connectivité Starlink, les secteurs Starlink sont en train de s'éteindre en ce moment même. Ce n'est pas une discussion. Ils ne veulent pas en parler. Ils ne veulent pas aborder la réalité. La Russie a trouvé une solution au problème de Starlink, et cette solution est déjà en cours de mise en œuvre. Et les Ukrainiens, à ce stade, n'ont rien pour y faire face.
Ils reviendront. Rogozin a prédit qu'ils reviendraient avec une technologie emmaillage. En gros, c'est une connectivité Internet qui permettra aux Ukrainiens de mener certaines opérations. Les Russes ont déjà une réponse à ça, et ils sont en train de la mettre au point, de la construire. J'étais dans les centres de recherche russes sur les drones, je leur ai parlé de cette solution, ils m'ont parlé de leur plan de production. Maintenant, il s'agit simplement de produire à grande échelle, de l'envoyer aux troupes qui en ont besoin, et ce sera fait. Cette guerre des drones, c'est quelque chose de totalement différent. C'est très dangereux, très sanglant. Les Russes parlent souvent de l'efficacité des Ukrainiens. Ils ont beaucoup de respect pour eux. Les Ukrainiens infligent des pertes, pas 25 à 35 000 par mois, ça c'est n'importe quoi. Mais ils tuent des gens, des centaines chaque mois. Il n'y a aucun doute là-dessus. Les Russes subissent des pertes. Les Russes, eux, tuent entre 25 et 35 000 Ukrainiens par mois. Et ça, c'est réel. Les Ukrainiens le savent. Ils manquent de main-d'œuvre. Ils misent tout sur les forces de drones. Ils n'arrivent pas à former suffisamment de troupes d'infanterie. Et quand ils y parviennent, ils les envoient dans des contre-attaques inutiles où elles se font massacrer. Les Ukrainiens ont une tactique qu'ils appellent le mur de drones. En gros, ils avancent et déploient des postes d'attaque de drones en première ligne, puis ils saturent complètement la zone avec des drones. Le problème, c'est qu'ils le font dans des zones où les Russes ont une surveillance ISR, c'est-à-dire renseignement, surveillance et reconnaissance. Et c'est là que les Russes ont un avantage en intelligence artificielle. Ils sont meilleurs que n'importe qui d'autre dans ce domaine. Nous, on s'est surtout concentré sur l'IA pour l'analyse de texte, comme ChatGPT et ce genre d'applications. Les Russes, eux, l'ont appliqué au commandement et au contrôle. Ils synthétisent des images, ils savent les analyser en temps réel, interroger des bases de données, faire des prédictions et produire des analyses immédiates. En ce moment, l'une des choses que font les Russes, c'est qu'ils repèrent où se trouvent les postes de commandement des drones ukrainiens. Les Ukrainiens en perdent entre 8 et 10 par jour. Et chaque poste de commandement compte, disons, une dizaine d'opérateurs de drones, parfois plus. Ces opérateurs suivent 4 semaines de formation de base, puis encore 6 mois avant d'être vraiment compétents. Et les Ukrainiens perdent entre 80 et 100 opérateurs de drones chaque jour. 80 à 100 opérateurs par jour, c'est énorme. C'est la réalité. Alors même quand les Ukrainiens installent un mur de drones, ce mur est immédiatement pris pour cible. Il y a une unité en Russie qui s'appelle Rubicon. Renseignez-vous là-dessus. Même les Ukrainiens le disent. Quand Rubicon arrive, c'est fini. Parce que Rubicon débarque et élimine tous les opérateurs de drones. C'est littéralement leur spécialité. Et tous les opérateurs de drones ukrainiens sont en train de mourir et ils sont très difficiles à remplacer. La technologie sur laquelle tout le monde compte, le New York Times vient de publier un article à ce sujet. Il parle soi-disant d'une usine allemande secrète, quelque part dans le sud de l'Allemagne, qui produirait ces drones allemands de haute technologie, avec de l'intelligence artificielle et tout le reste. Lisez l'article. Ce n'est pas une usine secrète. C'est Helsing SE. On sait quel drone ils fabriquent, le HF-1. Le truc avec le HF-1, c'est que 4000 ont été fournis par les Allemands en 2024. Environ 2000 ont été utilisés, ou du moins on a essayé de les utiliser en 2025. Le reste est resté dans les entrepôts. Les Ukrainiens refusent de s'en servir. L'intelligence artificielle ne fonctionne pas et le taux d'échec au lancement est très élevé. Qu'est-ce que ça veut dire? Si le lancement échoue, je viens de vous le dire, les Russes ont la domination en matière de surveillance ISR. Ça veut dire que leur IA repère la moindre anomalie, la détecte instantanément, puis cible avec des Fab 500, des Iskander, tout ce que vous voulez. Les Ukrainiens, eux,
sont bons pour repérer les fenêtres de vulnérabilité dans le système ISR. Ils ont alors un court laps de temps pour sortir de leur abri, assembler leur drone, le préparer, le lancer, puis revenir. Parce que ce qu'il faut absolument éviter, c'est d'être repéré. Si on vous voit, vous êtes mort. C'est pour ça qu'ils en perdent autant. Les Russes les voient au moment où ils lancent leur drone. Donc si vous avez un drone, vous sortez, vous avez calculé votre timing, le safe, le mettre stancieux. Il y a de l'intelligence artificielle là-dedans. C'est un peu plus compliqué. Échec au lancement. Et là, vous vous retrouvez au milieu de nulle part, enfin complètement à découvert. Vous aurez peut-être une autre tentative. On relance, encore un échec. Taux d'échec au lancement, 75%. Incroyable. Ces drones ukrainiens sont détruits, et les opérateurs aussi. Le poste de commandement est anéanti. Cette erreur a coûté une 12aine de vies. Et ça s'est reproduit encore et encore. Les forces spéciales ukrainiennes qui utilisent ces engins refusent littéralement de s'en servir. Maintenant, il y a un nouveau drone, le XF2 ou quelque chose comme ça, un drone à aile en X, que, encore une fois, des gens comme Gilbert Doctorow présentent comme une technologie allemande de pointe. En réalité, c'est l'équivalent du Lancet russe qui existait déjà au début de 2022. C'est la même chose, mais en pire, parce que, encore une fois, ça ne fonctionne pas. Les Ukrainiens ne vont pas l'utiliser. Les forces spéciales ukrainiennes disent « on n'en veut pas ». Parce qu'un échec au lancement, c'est la mort instantanée si le truc ne marche pas. Tu sais, Carol, tu as déjà entendu ça à propos de l'AK-47, du M16. Tout le monde adore le M16. Moi aussi, je l'adorais sur le pas de tir. J'étais expert, même hautement expert, à chaque fois que je tirais. Parce que quand ce M16 est propre, que je vise bien, il touche exactement ce que je vise. C'est génial. Mais dès qu'il y a du vent, de la poussière, ça s'enraye. Et là, je suis mort. Pendant ce temps, l'AK-47, on la balance dans une rivière, elle se remplit de gravier, de boue, de saleté, on la secoue, on recharge, on tire, et elle tire à chaque fois. Les drones russes, eux, fonctionnent à chaque fois. Parce que les Ukrainiens ont aussi du renseignement, de la surveillance, de la reconnaissance. Ils ont les infos américaines pour repérer ces choses-là. Mais quand les Russes trouvent une fenêtre de vulnérabilité, ils sortent, chargent, lancent et se remettent à l'abri. Ils sont en sécurité, et maintenant leur drone arrive et les tue. La Russie est en train de gagner la guerre des drones. Et si vous gagnez la guerre des drones, vous gagnez la guerre tout court. C'est pour ça que la Russie progresse. Scott, il n'avance que de quelques kilomètres par jour. Franchement, comment est-ce possible? Un escargot pourrait aller plus loin que les Russes. Oui, mais un escargot n'a pas à traverser la zone grise de la mort par drone. C'est ça, la réalité. Il y a une zone grise. Pour qu'une unité russe avance d'1 kilomètre, ça veut dire qu'elle a déjà traversé 20 à 30 kilomètres, voire plus, d'une zone grise mortelle. Ça veut dire que les Russes doivent d'abord dominer les drones dans cette zone grise, puis projeter cette domination sur les Ukrainiens. Et c'est exactement ce qu'ils font sur tout le champ de bataille. Il n'y a pas un seul endroit, pas un seul, où les Ukrainiens ont l'initiative stratégique. Oui, ils lancent des contre-attaques, ils avancent, ils frappent à 10 km de profondeur dans les lignes russes. Non, ce n'est pas vrai. Ils ont pénétré à 10 km dans la zone grise et ensuite ils sont tous morts. Puis les Russes sont arrivés, ont tout nettoyé et ont continué à avancer. Voilà la réalité de la guerre sur la ligne de front. La Russie est en train de gagner, de dominer, de s'imposer. L'Ukraine n'a pas de solution. Ils n'ont plus d'infanterie. Ils ont essayé de la remplacer en envoyant 80 000 opérateurs de drones pour créer un mur de drones, mais ils en perdent entre 80 et 100 par jour. Ils sont irremplaçables. Pendant ce temps, les usines de drones, ce dont Poutine parlait, vous nous frappez, on vous élimine. Lindsey Graham était justement à Kiev. Il est décédé, mais il y avait une photo de lui, souriant, tenant un drone ukrainien.
Et regardez, j'ai un drone ici. Regardez comme je suis doué, je suis formidable. Cette usine n'existe plus. Maintenant, c'est probablement parce que quelqu'un dans l'équipe de Lindsey Graham a fait une erreur, ou bien que l'intelligence artificielle russe a examiné les photos publiées par Lindsey Graham et a pu identifier grâce à sa base de données d'images exactement où c'était. Mais ils l'ont détruite. Elle n'existe plus. Tous ces drones qui étaient en train d'être fabriqués, tous ceux qui étaient empilés, ils ont disparu, mesdames et messieurs. Terminé. Et ce n'est pas la seule usine de drones qui a été détruite. Toutes les grandes usines de drones en Ukraine sont en train d'être éliminées, en ce moment même. Réfléchissez-y. Vous voulez construire une usine d'assemblage de missiles Patriot en Ukraine? Oui? 1000 mètres carrés de nouvelles constructions. Vous ne pensez pas que les Russes vont la détruire? Exactement. La Russie est en train de détruire toute l'infrastructure industrielle de l'Ukraine. Rixon ne peut la remplacer. C'est la réalité. Oui, et le dernier point dont je voulais parler ici, parce que je manque un peu de temps pour ce que je voulais vous demander, mais je vais quand même vous montrer celui-là. Ah oui, voilà la fameuse... Oui, l'une des dernières... Je crois même que c'est la dernière photo qu'on ait jamais vue de lui. Pas vraiment quelque chose qui restera positivement dans l'histoire. Mais puisqu'on parle de Lindsey Graham, Michael McCall, le représentant McCall, essayez un peu de faire, pas vraiment un discours d'encouragement, mais de dire quelque chose de gentil à son sujet. Et maintenant, il dit, je vais reprendre ce qu'il voulait faire, et nous allons poursuivre cela jusqu'à la chute de la Russie. Nous avions prévu de présenter ensemble un projet de loi sur les sanctions cette semaine. Je vais quand même le présenter. Le Sénat le fera aussi. Et je pense qu'en son honneur, nous devons à Lindsey Graham de faire adopter ce projet de loi sévère sur les sanctions contre la Russie. Je dois dire aussi que le sommet de l'OTAN a eu un grand impact sur l'Ukraine. Zelensky était très optimiste, parce que deux choses importantes s'y sont produites. D'abord, le président Trump a accepté ces accords de licence qui permettront à l'Ukraine de fabriquer ses propres intercepteurs Patriot pour abattre les missiles balistiques. C'est leur plus grande vulnérabilité en ce moment. Mais surtout, et je crois que c'est le plus important, le moral des troupes. Quand j'étais sur la ligne de front, j'ai vu à quel point le moral des soldats était remonté. Et d'ailleurs, Martha, ils sont en train de gagner. Qui aurait imaginé, il y a 4 ans, qu'ils seraient en train de gagner la guerre aujourd'hui? Et puis, il y a aussi la volonté politique des Ukrainiens et celle du président Zelensky en sortant de cette réunion. Ça, c'était un vrai tournant. Un vrai tournant. McCall était en première ligne, en Russie. Le camp ukrainien est en train de gagner. Je suppose que je n'ai même pas besoin de poser la question, mais je vais quand même vous en donner l'occasion. Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est n'importe quoi, je crois qu'on peut dire ça. Du fumier de cheval, de la bouse de vache. Il vient du Texas, je crois, donc il comprendra ces expressions. C'est un menteur, un vrai menteur. L'accord de licence, ça n'arrivera pas. D'abord, il n'y a qu'un seul missile capable d'abattre un Iskander-M, et c'est le PAC-3 MSE, si je ne me trompe pas. L'Ukraine ne pourra jamais en assembler. Même ici, aux États-Unis, on a du mal à le faire. On parle d'augmenter la production de missiles de 600 à 2000. On n'a pas assez de pièces, pas assez de capteurs, pas assez de rien du tout. Alors l'idée qu'on va soudain détourner toute cette capacité de production de sous-composants vers l'Ukraine, juste pour les voir détruits par une contre-attaque russe, c'est absurde. On enverra peut-être quelques missiles Patriot MSE à l'Ukraine, mais ils seront détruits avant même d'être mis en service. Mais le missile dont il parle, c'est le PAC-2 GEM-T, une version améliorée du PAC-2. Il ne peut pas abattre l'Iskander.
il ne peut pas abattre le Kinzhal, il ne peut pas abattre le zircon, et rien ne peut abattre le KH-22. Donc en gros, il sert à intercepter quelques missiles de croisière. Et c'est tout. En ce moment, l'Allemagne a un accord de licence pour produire ses missiles sur son territoire. Les premiers exemplaires devraient sortir de la chaîne de production d'ici la fin de l'année. Le mieux que l'Ukraine puisse espérer, c'est que l'Allemagne détourne une partie de cette production vers elle. Mais encore une fois, ces missiles ne résolvent pas le problème opérationnel. Le vrai problème, c'est l'Iskander-M. L'Ukraine n'a rien pour abattre un Iskander-M. Elle n'y arrivera jamais. Le problème, c'est le zircon. Ils ne peuvent pas l'abattre. Le problème, c'est le Kinzhal. Ils ne peuvent pas les abattre. Ils n'auront jamais les armes pour le faire. Le truc, c'est que Zelensky le sait très bien. Il était là, Trump lui a raconté des salades à Ankara, et Zelensky a souri. Mais maintenant, il court partout, complètement paniqué, en disant « il faut aller jusqu'au bout, on a besoin de ces missiles ». Et il se rend compte que dans le meilleur des cas, même si tout se passe bien, ils ne pourront même pas avancer sur le terrain avant, disons, 1 an ou plus. Je veux dire, rien que pour les licences, il y a des étapes qui légalement doivent passer par des contrôles de qualité et tout un tas de vérifications de ce genre qui là ne sont tout simplement pas en place. Donc ça n'arrivera pas. L'usine allemande a commencé sa construction en 2022. On est maintenant en 2027 et il pourrait produire un missile d'ici la fin de l'année. Ça fait 5 ans. On pourrait peut-être accélérer un peu le processus pour l'Ukraine, disons à 3 ans, mais pas moins. Ce qui veut dire que, même si la guerre s'arrêtait aujourd'hui et que tout se déroulait sans obstacle, l'Ukraine ne pourrait pas assembler un missile avant 3 ans. Zelensky le sait très bien, et il comprend que ce n'est pas suffisant. Alors maintenant, il se démène un peu partout, en quelque sorte comme un moteur de morale. C'est vraiment dévastateur pour les Ukrainiens, parce que ceux qui comprennent la situation savent qu'ils ont été abandonnés, qu'on leur a menti. Zelensky a commencé à paniquer, et cette bienveillance que Trump avait envers lui, parce que Trump est un homme très superficiel, cette bienveillance va disparaître dès que Zelensky commencera à le critiquer, à lui dire « Tu m'avais promis quelque chose et tu ne tiens pas parole ». Trump va lui répondre « Comme tu es ingrat ». Souviens-toi de cette réunion dans le bureau ovale en août 2024 ou 2025. Eh bien, tu vas revoir la même scène. C'est absurde. McCall est un imbécile, un idiot, un type stupide, un criminel. Et malheureusement, tout ça va encore coûter de l'argent aux contribuables américains. Des milliards de dollars. Mais pire encore, ça va coûter à l'Ukraine des millions de vies. Parce qu'en prolongeant cette guerre selon les plans proposés par McCall, en donnant de faux espoirs dans une situation qui ne peut pas être gagnée ni même récupérée, on ne fera qu'entraîner la mort d'Ukrainiens et littéralement la destruction physique de la nation ukrainienne. Vladimir Poutine parle déjà, vous savez, de Soumy comme d'une ville russe, de Kharkiv comme d'une ville russe, d'Odessa aussi. On ne parle pas ici de simples zones tampons. On parle d'une reclassification de ce qu'est la Novorossia, de nouveaux territoires russes. Ce sont des villes russes. Elles feront partie de la Russie après le conflit. Ce qui veut dire que l'Ukraine devient de plus en plus petite à mesure qu'on parle. Oui, et je ne vois rien sur le champ de bataille qui puisse empêcher que ça arrive, même si ça prend beaucoup plus de temps. Il n'y a tout simplement pas les moyens, ni du côté ukrainien, ni du côté américain, pour aller dans ce sens. Écoutez, je vais devoir écourter maintenant. Je dois aller parler à Stas Kropivnik, qui vient de m'envoyer un message pour vous dire bonjour et vous transmettre ses salutations. En tout cas, on vous remercie vraiment d'être venu aujourd'hui et d'avoir partagé tout ça. L'émission a été vraiment très instructive dans son ensemble. Merci beaucoup. Et on se retrouve demain dans le Daniel Davis Deep Dive. Je dois filer. À demain.
Vous savez, je ne cherche pas à vous convaincre d'acheter de l'or, ni à vous dire comment gérer votre portefeuille boursier. Mais il y a une façon de nous aider. Abonnez-vous, mettez un j'aime et partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. Like button and share this with somebody you love.